Nous allons parler d'une approche qui m'a intrigué, en fait, du résident d'EHPAD, avec Yann Reboulot, qui est président de Philogéris. Bonjour Yann. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, puis présenter Philogéris, et ensuite après on va présenter votre approche. Oui, alors très brièvement, Philogéris, c'est un petit opérateur dans le secteur de l'hébergement de l'habitat des personnes âgées, hein. Nous gérons une vingtaine d'EHPAD et de résidences autonomie, réparties à peu près équitablement sur l'ensemble des territoires, avec plusieurs modes d'exercice et notamment récemment un mode d'exercice orienté vers une offre de services aux collectivités publiques. Et historiquement, voilà, nous sommes gestionnaires d'établissements pour personnes âgées. Alors donc, lorsqu'on a échangé il y a quelques temps, vous m'avez parlé d'une approche où vous, en résumé, mais on va voir si je résume bien, où vous ne parlez pas forcément de résidents d'EHPAD, mais de clients et de consommateurs. Oui, alors c'est un terme qui peut surprendre, voire choquer quand on reste sur des concepts un peu historiques ou une vision un peu historique. Je qualifierais même de daté de notre secteur d'activité, alors qui surprend moins dans la partie à laquelle j'appartiens de ce secteur, qui est la partie dite sous statut commercial. L'idée est effectivement que les personnes auxquelles nous nous adressons, auxquels nous nous proposons finalement des prestations de séjour en établissement, quel que soit d'ailleurs le statut de l'établissement. Ce sont des personnes qui s'inscrivent dans un continuum d'identité qui a fait qu'ils ont été tout au long de leur existence d'adultes des consommateurs de biens, de services, d'un mode de vie finalement, et que cette continuum d'identité, il n'est pas interrompu par l'arrivée la période de la grande perte d'autonomie, la période de ce qu'on appelait autrefois la dépendance. Hein. Les mots évoluent, mais la réalité qu'ils décrivent n'est pas forcément profondément modifiée. Aujourd'hui, c'est d'abord une réalité j'allais dire, et statistique et économique, quel que soit le statut de l'établissement. La très grande majorité des résidents que nous y accueillons solvabilisent eux-mêmes leur séjour, ce qu'on appelle les frais d'hébergement dans nos établissements. C'est-à-dire que l'établissement a beau être public, privé, habilité ou pas à l'aide sociale, la très grande majorité des résidents sont des résidents qui signent un contrat de séjour et qui, à la fin du mois, font un chèque, un virement ou subissent un prélèvement au titre de leurs frais leurs frais de séjour. De ce point de vue-là, ils sont des consommateurs au sens large. Ils sont d'ailleurs protégés par un certain nombre de dispositions législatives. Ils sont des consommateurs certes protégés, mais ça ne justifie en rien qu'on leur retire cette qualité, parce que pour moi, c'est une qualité, et c'est même probablement un mode d'approche un peu différent que de considérer la personne âgée qui est accueillie en établissement comme un consommateur. Concrètement, comment ça se déroule lorsque vous recevez un nouveau consommateur, un nouveau résident? Ça se déroule comme à peu près dans tous les établissements, c'est-à-dire on est confronté à une personne qui exprime un besoin, une demande de prestation, qui est une prestation de séjour en établissement, donc liée à un besoin de consommation, alors qui est induit par sa perte d'autonomie, qui est induit éventuellement par un état pathologique, mais qui finalement va venir se présenter ou va engager une recherche de solutions d'hébergement en considération de ce que sont ses attentes, comme le ferait n'importe quel consommateur. Vous allez dans un magasin de vêtements, vous allez vous habiller en fonction de critères qui vous sont très personnels, vous allez choisir des couleurs, vous allez choisir une taille en fonction des caractéristiques qui sont vos caractéristiques individuelles. C'est une expression de votre personnalité. Ce qui m'avait intrigué positivement lorsque vous m'avez expliqué, c'est qu'en fait, lorsque vous receviez une personne, il y a une sorte de fiche, enfin, pas une sorte de fiche, mais en tout cas une écoute pour comprendre la vie de la personne avant qu'elle rentre en EHPAD, de façon à ce que vous travaillez non pas sur une entité de personne qui a des besoins diminués résidents, mais sur une entité qui soit plus valorisante avec tout son parcours de vie qu'elle avait vécu. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que ça permettait à vos salariés en fait, des EHPAD d'avoir, à mon avis, d'avoir une meilleure attitude
parce qu'on parlait d'une identité de personne plus globale qu'une identité de personne fragilisée. Tout à fait. En fait, c'est ça que j'avais trouvé très, très bien. En fait, quand on accueille en première intention une personne âgée, surtout dans notre secteur de l'habitat et de l'habitat pour personnes en perte d'autonomie, on a un prisme spontané qui est de la regarder en fonction de choses qui sont des pertes et d'un état physique qui est un état actuel. Et bien souvent, la façon dont on porte ce regard fait totalement abstraction de ce qu'est la personne, bien au-delà de ses incapacités ou de ses vulnérabilités. L'idée que nous, on a, elle n'est pas complètement nouvelle. Hein. Le recueil d'habitudes de vie est une pratique qui est assez répandue depuis quelques années maintenant dans les établissements pour personnes âgées. Mais l'idée de départ, c'est finalement à la base d'une réflexion quasi philosophique ou éthique qui consiste à dire j'ai en face de moi une personne, si je ne la regarde qu'au travers de ses vulnérabilités, je passe probablement à côté d'abord de son entièreté, de sa totalité, et probablement à côté d'indications qui vont me permettre de lui proposer un accompagnement qui va évidemment être centré sur ses vulnérabilités, mais lui proposer un accompagnement qui s'inscrit pour elle dans des habitudes, dans la recherche, on va dire, d'une forme de bien-être dans le cadre de son séjour. Toute personne qui arrive dans un établissement pour personnes âgées est historiquement quelqu'un qui a été enfant, qui a été adolescent, qui a fait un parcours d'études plus ou moins élevé, a connu une vie amoureuse, une vie sentimentale, a connu une vie familiale, a connu des drames familiaux, des moments de bonheur familiaux, a connu une profession, a exercé une profession, a été même mère au foyer, a traversé des événements de l'histoire. On sort là actuellement d'un événement à caractère planétaire et qui nous a affecté aussi directement dans les établissements pour personnes âgées. Bon, toutes les personnes que nous accueillons en ont connu d'autres des événements planétaires. On prend un sujet comme le sujet de la vaccination, la façon dont l'opinion publique réagit par rapport à cette problématique de vaccination pas forcément la même chez les seniors, parce qu'effectivement, les seniors ont un vécu, retirent une expérience de leur vie qui fait que leur regard va être peut-être un peu différent. Même si, je précise, après, les seniors d'aujourd'hui ne sont pas pour autant coupés du monde, ils restent sensibles au bruit médiatique, ils sont tous à des degrés divers impliqués sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça, c'est un point important. On a une population, même senior, qui s'est transformée et qui continue de se transformer au fil des ans. Est-ce que vous êtes d'accord, enfin moi c'était ce que j'avais compris, c'est que en prenant en compte une identité qui est plus globale, moi je dirais ça plus globale, consommateur, mais plus global, c'est en fait la personne en tant que telle et pas en tant qu'une personne qui est juste fragilisée, les comportements des salariés sont plus adéquats et plus cohérents en fait avec la personne. Alors, ils sont plus adéquats parce qu'effectivement, ça rétablit. Alors là, on fait référence à une notion philosophique très ancienne. Ça remonte à Aristote. On l'a d'ailleurs, nous, intégré dans la dénomination du groupe Philogéris. En fait, ça s'inspire d'un concept philosophique développé par Aristote qui s'appelle la philia, qui est un mode de relation. Alors, certains traduisent par amitié ou par une forme d'amour. C'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est un mode de relation dans lequel il y a une forme d'équité ou d'équilibre dans la relation. Or, une personne qui ne serait envisagée qu'au travers de sa vulnérabilité serait envisagée, je dirais, d'une manière un peu compassionnelle, utilitaire, et pas forcément au travers de ce qu'elle est au-delà de sa vulnérabilité. Je précise d'ailleurs que je mets en avant le statut de consommateur, mais il ne faut pas non plus réduire la personne à sa situation de consommateur. Quand vous incitez une équipe, un salarié à s'intéresser à la personne au-delà de ses vulnérabilités, vous créez pour cette salariée et pour la personne des vecteurs de communication, des vecteurs d'interaction qui ne sont pas centrés sur
vous êtes en perte d'autonomie et je suis là pour vous apporter une assistance. Et si je vais jusqu'au bout de la vision qui serait une vision utilitariste, et en contrepartie de l'assistance que je vous apporte, vous allez verser un prix de journée à l'établissement qui va servir à me payer un salaire à la fin du mois. Là, on est dans une vision totalement utilitariste, elle est présente, mais elle ne se résume pas à ça. Et la personne que l'on a en face de nous, la personne âgée, elle a besoin, elle, je dirais, va vivre d'autant mieux son séjour qu'elle sera prise en considération pour d'autres choses que ce strict besoin. Donc, le fait pour une aide-soignante, une auxiliaire de vie, une infirmière, un animateur, de s'intéresser individuellement à ce qu'a été le parcours de vie de la personne, de rentrer dans sa chambre le matin et d'interroger des photos qui sont accrochées au mur, des objets, des bibelots qui font partie de l'histoire de vie de la personne, va créer un mode de relation qui va être un mode de relation plus large que celui centré sur je suis là pour vous apporter une assistance à la toilette, ou je suis là pour vous aider à prendre votre repas, ou bien je suis là pour vous proposer une activité d'animation. Finalement, on est dans la relation humaine, et notre métier, c'est un métier de relation humaine. Ça demande une formation du personnel ou par défaut, le personnel qui est en EHPAD est déjà suffisamment tourné vers l'autre pour s'intéresser aux photos qui sont à coller au mur? Alors, il est, j'allais dire, intuitivement, naturellement. Il faut effectivement, après, faire prendre conscience aux équipes de ce que, finalement, ça n'est pas honteux dans le cadre d'un temps de prise en charge d'une personne en perte d'autonomie, ça n'est pas honteux d'accompagner ces gestes techniques, d'abord d'un vrai dialogue, de prendre le temps de rester assis quelques instants au pied du lit, d'entamer une conversation. Encore une fois, c'est dans notre nature humaine que de vouloir interagir avec avec autrui, avec notre alter ego. Là aussi, c'est le concept philosophique, mais cette idée que la personne en face de laquelle je suis et à qui je vais délivrer une prestation d'aide à la vie est une personne qui ne se limite pas à ce besoin-là, est une personne qui, pour laquelle d'ailleurs l'accompagnement que je vais proposer peut être plus fluide si je suis dans un mode d'interaction, si je suis dans une relation avec elle qui est plus globale, qui s'intéresse à des dimensions historiques et surtout qui s'intéresse à des sujets qui ne ramènent pas, qui ne réduisent pas la personne à l'aspect utilitariste ou en tout cas à sa vulnérabilité ou à la déficience qu'on est en train d'essayer de compenser dans l'instant. Il y a beaucoup de philosophies de prise en charge pour lesquelles on propose déjà des formations à nos équipes, que ce soit la démarche humanitude, que ce soit des méthodes Montessori adaptées au secteur des EHPAD, et il y en a bien d'autres qui s'inscrivent dans cette dimension-là, c'est-à-dire l'idée d'appréhender la personne non plus dans une vision utilitariste, mais bien dans une vision de respect et de prise en compte de son identité, ce qu'un philosophe bien connu qui s'appelle Paul Ricoeur, appelait l'ipséité, c'est-à-dire ce que, au-delà de nos transformations qui font que si je prends une photo d'identité aujourd'hui, alors que je suis âgé de 57 ans et que je la mets à côté de ma photo d'identité qui figure sur mon permis de conduire que j'ai passé à 18 ans, on voit des différences, donc on peut dire que ce n'est pas la même identité, c'est pas la même personne qui est en face ou qui se présente sur la photo. En revanche, indépendamment de l'apparence physique, c'est effectivement la même personne. Et bien avant d'avoir ma photo d'identité de mes 18 ans pour mon permis de conduire, j'ai eu des photos de classe où j'étais jeune enfant. Et puis, j'ai connu des périodes de ma vie d'adulte qui font que mon apparence s'est changée. On pourrait considérer que je ne suis plus le même. Et c'est à ce titre-là que Paul Ricoeur avait inventé la différence entre l'identité idem, ce qui fait qu'on se ressemble, et puis l'identité ipsée, c'est-à-dire ce qui, au fond de nous, traverse, si je puis dire, les années ou traverse les siècles et s'inscrit dans une narration, dans l'histoire d'une vie. Cette approche que vous avez, donc en fait, telle que je la conçois pour l'instant dans la discussion, c'est l'EHPAD, le personnel vis-à-vis du consommateur, du résident, de l'habitant. Est-ce que ça a aussi une influence entre les résidents eux-mêmes? Autrement dit, est-ce que les résidents eux-mêmes
connaissent la vie passée du résident qui est à côté ou d'un ami dans la résidence? Je vais vous dire que probablement, ils n'attendent même pas que nous ayons, entre guillemets, introduit ce mode de relation. Un résident, il est un résident à côté d'autres résidents, il arrive avec sa propre histoire de vie et il est intuitivement conscient du fait que les autres résidents ont leur propre histoire de vie. Alors effectivement, si on n'encourage pas, si on ne favorise pas cet intérêt pour la personne conçue de façon linéaire et tout au long de son histoire de vie, eh ben, on peut induire des comportements ou des modes d'interaction entre les résidents qui sont réducteurs, qui vont se limiter à finalement je suis moins dépendant ou moins en perte d'autonomie que lui, ou bien lui il a perdu sa tête et moi j'ai pas perdu ma tête, moi c'est les jambes. Effectivement, ce serait très réducteur. Or, nos résidents, à plus forte raison dans des périodes que nous avons connues où le lien affectif a été un peu distendu avec les proches, le résident, il reste un être social. Il a besoin d'avoir des interactions et il a besoin d'avoir des interactions qui ne se limitent pas, encore une fois, à la raison utilitaire qui fait qu'il est dans un habitat collectif de type EHPAD ou résidence autonomie. Même question côté RH, est-ce que cette approche a des répercussions sur les RH en général, sur le moral des salariés, sur le comportement des salariés? C'est difficile. Enfin, je n'ai pas, en tout cas moi, enregistré que cela pose des difficultés aux salariés en question. Encore une fois, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il est important de l'accompagner, de l'inscrire dans une démarche à la fois managériale et dans une démarche de formation. C'est-à-dire que tous les organismes de formation, tous les intervenants que nous sollicitons pour des actions de formation sont préalablement informés finalement de cette dimension un peu philosophique ou de ces référentiels philosophiques à notre mode de prise en charge. Donc, voilà, En fait, moi, si je suis mis à la place d'un résident et qu'on me permet, en fait, avec cette approche, d'être un peu plus curieux avec le résident, je me sentirais plus à l'aise, en fait, que travailler dans un autre établissement où on n'a pas appris, où on ne me permet pas forcément d'être curieux par rapport aux résidents. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous faisons dans notre équipe. C'est effectivement une philosophie qui est une philosophie managériale. On constate, oui, une certaine forme de fidélité à notre entreprise, à nos établissements. On a aussi des gens qui ont besoin aussi d'aller se ressourcer professionnellement et de voir autre chose. Encore une fois, les gens ne sont pas prisonniers dans un emploi, surtout dans la période actuelle. C'est peut-être aussi ce qui fait que on arrive à avoir sur des sujets comme la vaccination obligatoire contre la Covid-19, des taux d'adhésion proches de 100% chez nos salariés. Je pense que ça permet de cultiver chez les salariés désolé, je fais encore une référence à Paul Ricoeur, mais ce que Paul Ricoeur appelait l'intention éthique, c'est-à-dire une propension naturelle à prendre en considération l'autre en tant que personne et pas simplement en tant qu'objet auquel je vais délivrer, même si c'est de manière parfaite, je vais délivrer une prestation de soins ou une prestation d'hébergement ou une prestation de restauration, mais finalement sans considération. C'est une thématique qui a beaucoup tourné aussi il y a quelques années en matière de stratégie qualité. Vous savez, il y a une époque où on disait il faut chercher le zéro défaut et puis on a commencé à stigmatiser le zéro défaut, zéro plaisir. Effectivement, ce qu'on essaie d'introduire, c'est vous pouvez avoir un cuisinier qui, enfermé dans sa cuisine d'EHPAD, vous dit mais moi, je ne comprends pas, je respecte un plan alimentaire parfait, je respecte des saisons, je vais chercher des produits sur des circuits courts, les normes HACCP, regardez mes derniers audits, ont été parfaitement respectés, les grammages sont parfaits, la température de service des plats est parfaite, la présentation est parfaite.
Oui, si derrière on a des résidents qui n'y éprouvent pas de plaisir, on se dit qu'on n'a pas complètement satisfait, puisque finalement la personne qui reçoit cette prestation de repas désignée comme parfaite sur le papier, elle ne la perçoit pas comme parfaite. Donc il faut être aussi attentif à ces perceptions. Et parfois, ce qui fait qu'un plat est mauvais, ça peut être tout simplement le sourire ou l'absence de Ouais, sourire de l'auxiliaire de vie qui a apporté l'assiette. bien sûr, bien sûr. Et si on prend du recul, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette philosophie managériale, en fait, cette approche à l'origine? Bah, écoutez, alors peut-être effectivement un intérêt sur des sujets philosophiques ou un background de formation qui avait intégré cette dimension littéraire et philosophique. De manière, pardon, peut-être un peu prétentieuse aussi, une forme d'amour du métier, c'est-à-dire c'est pas un métier, ou en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas un métier que l'on fait parce que les choses se sont présentées ainsi, sans y porter une considération ou sans essayer d'en comprendre finalement les ressorts. On travaille auprès de personnes. Alors vous allez me dire, c'est le cas de toute personne qui est dans le service. Mais on travaille auprès de personnes vulnérables. On se rend compte que finalement, ça se passe beaucoup mieux l'accompagnement d'une personne vulnérable, fragilisée, si on a cette approche un peu globalisante ou en tout cas qui ne la réduit pas à sa vulnérabilité. Ça se passe beaucoup mieux. On a des indications de satisfaction qui sont un peu meilleures. On a des personnes peut-être plus apaisées. Y compris parmi les proches d'ailleurs hein, de nos résidents. Et finalement, je veux dire, bon, c'est pas du cynisme, c'est dire la qualité ou la perception qualitative de la prestation que je délivre, j'ose même le mot que je vends, cette prestation, si elle est mieux perçue par le consommateur, elle induira nécessairement une opinion plus favorable sur mon établissement ou sur mes établissements et donc potentiellement un plus grand intérêt pour l'offre de services que je propose. Donc ça reste un métier de commerçant, oui, d'une certaine façon. Ça ne peut pas résulter que de l'intention ou de l'ambition du dirigeant. Qui est présent au quotidien auprès de nos résidents, ce sont nos équipes. Nos équipes, elles ont besoin et elles sont en capacité, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont en capacité finalement d'intellectualiser ce mode d'approche. Elles peuvent y trouver une certaine forme de satisfaction. Ça demande de l'accompagnement parce qu'il ne faut pas non plus que l'empathie soit à un niveau tel que la personne ne soit plus capable de se distancier par rapport à des souffrances auxquelles elle peut être confrontée. Mais tout ça, on arrive très bien à le gérer avec un appareil de formation, un appareil d'accompagnement et un appareil de management qui intègre cette idée presque de manière principielle, comme étant un référentiel placé au-dessus de l'ensemble des procédures et des référentiels que l'on peut mettre en place. Et les familles, elles sont au courant de votre approche? Elles en prennent conscience de cette approche parce qu'en fait, elles ne connaissent pas forcément plusieurs EHPAD. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, elles ne peuvent pas forcément comparer. Hein. Est-ce qu'elles sont au courant de l'approche que vous menez et comment est-ce qu'elles ont, quelle est la perception? Alors, je pense pas. On n'a pas produit, on produit pas des plaquettes qui sont orientées entre guillemets sur un discours philosophique. Néanmoins, on a un positionnement commercial qui repose essentiellement sur les réseaux sociaux et notamment parce que ça correspond aux habitudes d'utilisation des réseaux sociaux de cette génération sur Facebook. Si vous allez sur notre site Internet, vous verrez que probablement à la différence de beaucoup de sites Internet d'opérateurs du secteur, sur notre site Internet, il n'y a pas de photos de nos établissements, de l'immeuble, du salon, d'une chambre type. Chaque établissement est identifié visuellement par un dessin presque symbolique qui va évoquer la région ou une particularité de la ville dans laquelle il est implanté. Et ensuite,
l'établissement, il est présenté au travers de son mur Facebook. C'est-à-dire que notre site Internet, c'est un mur de pages Facebook. Sur ces pages Facebook, ce que nous projetons, ce que nous présentons finalement, c'est une immersion directe dans la vie des établissements. C'est-à-dire que les pages Facebook, la vraie vie d'établissement. Voilà, c'est pas de la plaquette commerciale standard, c'est qu'est-ce qui s'est passé, la dernière sortie en bateau-mouche que l'on a faite, la session de thérapie, enfin de médiation animale, la dernière animation, le repas à thème asiatique ou mexicain. On s'immerge directement dans la vie de l'établissement de façon à permettre aux visiteurs de se projeter directement, voilà, aux visiteurs, que ce soit la personne elle-même ou ses proches, de se projeter directement dans ce que va être la vie au sein de l'établissement. Cette stratégie commerciale, pour employer les termes adaptés, ou en tout cas les termes technique, elle est évidemment induite par cette approche philosophique. Donc, elle met en avant la personne au travers de sa vie quotidienne, pas de la technicité du plateau technique qu'on va pouvoir développer autour d'elle. Évidemment que ce plateau technique, il est présent, mais finalement, il est présent dans 100% des EHPAD. Aujourd'hui, on satisfait à des normes, on a des procédures d'évaluation, on a des mécanismes d'évaluation régulière, voire même des mécanismes de certification pour un certain nombre d'entreprises. Donc, sur le papier, l'équipement technique, la compétence intrinsèque n'est pas contestable, n'est pas douteuse pour un établissement. En revanche, ce que l'on ne sait pas, et la personne qui est confrontée pour la première fois à la nécessité d'envisager un séjour en établissement, c'est finalement quelle va être la vie au quotidien dans cet établissement. D'où l'intérêt de montrer l'intérieur, la vraie vie sur votre site Internet. Voilà, parce qu'elle peut être fantasmée. Fantasmée soit de manière idéale, et moi je suis convaincu qu'on ne peut pas fantasmer de manière idéale la vie en établissement, parce qu'autrement on provoque un hiatus entre la promesse client, encore une fois, pardon, j'utilisais les termes marketing, mais c'est ça, la promesse client, et puis ensuite l'expérience client. C'est-à-dire expliquer qu'un EHPAD, c'est le Club Med, parce que ça fait joli sur des brochures. C'est une promesse client, mais l'expérience client, c'est pas ce qu'elle va renvoyer. Donc, autant effectivement être sans ambiguïté sur la nature de la vie que l'on va expérimenter dans l'établissement, autant ne pas la réduire, la limiter à cette vision utilitariste de la compétence et de la technicité, voire même de l'esthétique qu'on va proposer, une esthétique purement environnementale, mais dire non, ce qui va se passer dans l'établissement, c'est une succession d'instants de vie dans lesquels on va simplement essayer d'apporter du bien-être, y compris dans la prise en compte des pathologies. On est des personnes de très grand âge, on est plus palliatif que curatif. Donc, cet accompagnement, il doit nécessairement, et cet accompagnement thérapeutique, il doit nécessairement impliquer ou intégrer des composantes qui sont des composantes de bien-être et pas uniquement pour les derniers instants, pas uniquement en contexte de fin de vie, mais d'une manière générale pendant toute la période de vie dans l'établissement. Ce qu'on veut proposer, c'est du bien-être, mais du petit bien-être. Il ne s'agit pas on fait pas du saut à l'élastique ou on fait pas des vols en pétaplane. On va apporter du bien-être dans la vie quotidienne. Une conclusion à l'émission? Je ne sais pas si je peux conclure. Moi, je pensais qu'on allait parler encore pendant 2 heures, mais non. Enfin, la seule conclusion, c'est effectivement de dire que cette façon d'appréhender le métier me rend fondamentalement heureux dans la façon dont j'exerce ce métier et me donne l'envie de continuer encore longtemps. Et effectivement, j'allais dire, mes meilleurs moments professionnels, c'est quand soit je peux participer, soit je peux, au travers de ce que je vois, parce que j'ai cette particularité que de pouvoir remplir mon rôle de patron en contrôlant de manière quasi quotidienne les pages Facebook de mes établissements. Ça me permet de savoir ce qui s'est passé pendant la journée dans tous mes établissements et de voir les visages des résidents, les sourires des résidents, parfois aussi des mines un peu renfrognées, mais de garder le contact avec
cet accompagnement de vie qu'on propose, qui est finalement ce à quoi se résume notre métier. Super, merci Yann. Yann Reboulot, je rappelle que vous êtes président de Philogéris. Merci beaucoup. Je vous en prie.